Il peut paraître incohérent de produire à l'autre bout de la planète un bien consommé sur place. Certains biens font des allers-retours entre les pays. Pour autant, si le commerce international s'est développé en parallèle du capitalisme, c'est qu'il permet de générer des gains à l'échange. Il convient ainsi de comprendre comment le commerce international permet d'optimiser la création de richesses, de comprendre le rôle des entreprises dans cette organisation mondiale, et de s'interroger sur les effets induits par le commerce international pour comprendre les fondements du débat entre le libre-échange et le protectionnisme. Pourquoi les vêtements sont le plus souvent produits en Asie? Pourquoi la France ne produit-elle pas ou peu de smartphones ou d'ordinateurs? Pourquoi produit-elle des produits de luxe qu'elle échange avec les pays asiatiques? Pourquoi les voitures allemandes sont-elles importées sur notre territoire alors que des voitures françaises font le trajet inverse? Plus généralement, pourquoi les sociétés modernes échangent-elles des marchandises par le commerce international plutôt que de les produire sur leur propre sol? Les explications de l'existence d'un commerce de produits différents, entre pays différents, seront d'abord apportées. Puis seront démontrées les explications du commerce de produits similaires entre pays comparables. Le commerce interbranche correspond à l'échange de produits différents entre pays différents. Chaque pays est soit exportateur, soit importateur d'un produit donné. Cela résulte d'une spécialisation des pays dans certaines productions. Les bienfaits de cette spécialisation ont été mis en avant dans différentes théories. Les avantages absolus puis comparatifs, liés aux différences de productivité, mais également par les dotations factorielles et technologiques des pays. Les pays ont ainsi intérêt à se spécialiser et à commercer entre eux. En 1776, Adam Smith démontre ainsi que la participation au commerce international est profitable à tous les partenaires de l'échange, dès lors que chaque pays se spécialise dans la production de biens pour lesquels il détient un avantage absolu. Un avantage absolu implique qu'un pays est meilleur que les autres pays pour produire un bien. Il est plus efficace, a une plus grande productivité du travail, et peut donc produire à moindre coût. La spécialisation permettrait ainsi de produire plus et d'échanger les excédents contre les biens qui ne sont plus produits sur le territoire à d'autres pays. L'échange est donc mutuellement avantageux. Dans notre exemple fictif, l'Angleterre aurait intérêt à produire des draps car elle est plus productive, et le Portugal du vin, car il détient un avantage absolu sur l'Angleterre. Mais cette théorie rencontre une limite importante. Si un pays ne dispose d'aucun avantage absolu, comme l'Angleterre ici, doit-il être exclu du commerce international? En 1817, David Ricardo prolonge l'analyse de Smith et montre que les pays ont toujours intérêt à échanger, même ceux n'ayant pas d'avantage absolu. La théorie des avantages comparatifs de David Ricardo démontre que les pays doivent se spécialiser dans les secteurs pour lesquels ils sont comparativement les plus efficaces, ou à défaut, les moins inefficaces. David Ricardo démontre que cette division du travail entre pays, et les échanges interbranches qui en découlent, favorisent des gains à l'échange. Tout le monde gagne à commercer. On obtient plus de biens par la spécialisation que par une production autonome. Il préconise alors la levée des obstacles au commerce et le système dit du libre-échange, car pour lui, ce système de commerce favorise la croissance économique. Dans les années 1930-1940, les économistes Eicher, Olin et Samuelson, d'où le nom de théorie HOS, ont élargi l'approche des avantages comparatifs. Ils prennent en compte l'existence de plusieurs facteurs, et non plus seulement de la productivité du travail chez Ricardo. Mais ils font l'hypothèse que les techniques de production, et donc de productivité, sont les mêmes dans chaque pays. L'idée de la théorie HOS est qu'il existe des biens dont la production requiert relativement plus de travail que de capital, et inversement. En vertu des lois de l'offre et de la demande, selon lesquelles les prix sont fonction de la rareté, le prix d'un facteur de production est faible s'il est abondant, et inversement. Ainsi, un pays aura intérêt à se spécialiser dans les produits qui nécessitent les facteurs dont il dispose en abondance. En effet, le coût de production relatif sera plus faible. Par conséquent, il pourra pratiquer des prix plus faibles et être compétitif, ce qui lui procure un avantage comparatif. En revanche, il devra importer les biens produits avec des facteurs qu'il possède en moindre quantité. Par exemple, la France est, par rapport au Bangladesh, mieux dotée en facteur capital qu'en facteur travail.
Elles devraient donc se spécialiser dans la production de biens nécessitant davantage de capital, des voitures par exemple. Le Bangladesh devrait se spécialiser dans la production de t-shirts, nécessitant davantage de travail que de capital. La France exportera alors des voitures et le Bangladesh des t-shirts. À partir de la théorie HOS, les pays sont incités à se spécialiser et à s'ouvrir au commerce international en tenant compte de leur dotation factorielle qui leur procure un avantage comparatif. Mais cette théorie s'appuie sur l'hypothèse de technologies identiques entre pays. Cette dernière peut être levée en intégrant les dotations technologiques. Les dotations et les avantages comparatifs qui en découlent ne sont pas donnés une fois pour toutes, mais peuvent au contraire être construites. Ainsi, il faut tenir compte de la dotation technologique qui influence la spécialisation et donc les échanges internationaux. Des pays, comme la Corée du Sud, qui exportait dans les années 1960-1970 du textile, disposent dorénavant d'un avantage comparatif dans les biens de haute technologie. La stratégie de ce pays a été de favoriser les investissements en recherche et développement de ces entreprises, source d'innovation. Ainsi, la Corée a acquis des dotations technologiques, lui procurant un avantage comparatif technologique. Elle est de ce fait spécialisée dans l'électroménager et l'électronique, à l'image de Samsung. C'est ainsi que la part des exportations de haute technologie dans les exportations de biens manufacturés est 2 fois plus élevée en Corée du Sud que la moyenne mondiale en 2018. La demande des consommateurs étrangers est ainsi satisfaite par des exportations en provenance de la Corée du Sud en biens intensifs en technologie, d'où l'essor des échanges internationaux. Toutefois, une dotation technologique ne confère pas un avantage comparatif définitif à un pays. En effet, l'écart technologique disparaît progressivement lorsque l'innovation se diffuse, laissant place à l'imitation. Les spécialisations des pays peuvent évoluer du fait que les dotations évoluent elles aussi. Les pays asiatiques, par exemple, ont mené des stratégies de remontée de filière. Ils commencent par assembler des produits, travail peu qualifié, puis par des effets d'apprentissage, ils finissent par pouvoir les produire en totalité et en concevoir de nouveaux, avec du travail qualifié. Pour maintenir leur part de marché à l'exportation, les économies avancées doivent donc innover continuellement. De ce fait, les pays ont intérêt à se spécialiser et ainsi à prendre part au commerce international, car retire des gains à l'échange. David Ricardo, en complément d'Adam Smith, a théorisé cela en montrant que les pays, du fait d'une productivité du travail différente, avaient un avantage comparatif à l'échange. Puis la théorie HOS a quant à elle expliqué cette spécialisation et ces échanges par des dotations factorielles distinctes. Enfin, plus récemment, les investissements en recherche et développement ont stimulé la dotation technologique de certains pays, qui ont ainsi tiré parti du commerce international. Ainsi, le commerce international peut s'expliquer par des échanges entre pays à spécialisation différente, c'est-à-dire par un commerce inter-branche, qui procure des gains à l'échange. Mais est-ce sa seule explication ? Nous allons voir dans une deuxième partie que le commerce peut également s'expliquer par des échanges entre pays comparables, qui permettent également des échanges mutuellement avantageux. Des pays de niveau de développement comparable échangent considérablement entre eux, et notamment des produits similaires, aux caractéristiques proches, mais pas strictement identiques. Ces échanges intra-branches ont lieu notamment pour répondre aux besoins de diversité des consommateurs. Mais les échanges entre pays comparables peuvent aussi s'expliquer par des facteurs liés à l'offre, les entreprises cherchant à fragmenter leur chaîne de valeur. La France et l'Allemagne, ou l'Italie, s'échangent des automobiles par exemple, produits pour lesquels leurs avantages comparatifs sont pourtant très voisins. La théorie traditionnelle repose sur l'hypothèse d'homogénéité des biens. Tous les draps produits en Angleterre ou bien au Portugal sont identiques. Elle ne permettait donc pas d'expliquer ces échanges intra-branches. Cependant, la théorie microéconomique a développé dès les années 1930 une hypothèse différente, celle de la différenciation des produits. L'introduction de cette hypothèse dans l'explication des échanges internationaux permet de comprendre l'existence du commerce intra-branche. La différenciation des produits peut ainsi donner lieu à un commerce international. Ainsi, bien que plutôt similaires, ces produits se différencient. La différenciation des produits est une stratégie d'entreprise
qui vise à proposer un produit différent de celui de ses concurrents, pour en tirer un avantage. Il est possible de distinguer la différenciation horizontale et verticale. La différenciation est horizontale lorsque les produits présentent la même qualité et des prix similaires, mais ont des caractéristiques différentes: couleur, forme, localisation, disponibilité. La différenciation est verticale lorsque les produits sont de qualité différente: fonctionnalités différentes, nouveauté du produit, meilleure réputation, renommée. Cette différenciation répond à la préférence pour la diversité des consommateurs. En fonction de leurs revenus et de leurs préférences, les consommateurs vont choisir des produits différents. Les échanges internationaux permettent donc de répondre à ce besoin de produits comparables mais différenciés. De plus le marché est grand et plus la variété des produits disponibles est importante. Certes, mais plus les prix sont accessibles également. L'ouverture des frontières permet d'augmenter la taille du marché. Les entreprises peuvent donc trouver plus de clients et ainsi amortir leurs coûts fixes. On parle alors d'économies d'échelle. Ces économies d'échelle permettent de proposer à un prix plus bas, favorisant l'apparition de gains à l'échange pour les consommateurs de chaque pays. Si chaque pays produisait une grande variété de modèles de voitures, cela occasionnerait plus de coûts fixes et donc une augmentation du prix du produit. Ainsi, les pays comparables doivent chacun produire des biens comparables, mais différenciés, et échanger afin de réaliser des économies d'échelle et de répondre à la demande de diversité des consommateurs. Cela explique donc le commerce international intra-branche de biens finaux. Mais le commerce intra-branche ne concerne pas uniquement les échanges internationaux de biens finaux. Il concerne également le commerce de biens intermédiaires, des produits semi-finis qui feront l'objet de transformations, mais aussi de pièces détachées ou composants qui feront l'objet d'un assemblage. Ces échanges internationaux de biens intermédiaires sont une conséquence directe de la fragmentation de la chaîne de valeur au niveau mondial. Les entreprises cherchent à décomposer ce processus de production en différentes étapes dans différents pays, en premier lieu pour la recherche des avantages spécifiques à certains pays. Par exemple, Airbus a fragmenté sa chaîne de valeur, occasionnant un échange entre pays comparables. Cette fragmentation occasionne des gains de productivité liés à la spécialisation. Cette fragmentation de la chaîne de valeur à l'international explique ainsi aussi en partie le commerce entre pays de niveau de développement comparable. Ainsi, le commerce international, c'est-à-dire les échanges entre pays, peuvent trouver deux raisons principales. Tout d'abord, les pays ont intérêt économiquement à se spécialiser selon leurs avantages comparatifs, en tenant compte de leur productivité, de leur dotation factorielle, mais aussi technologique. Cette spécialisation explique et justifie le commerce interbranche. Mais des pays comparables ont également intérêt à échanger entre eux. En échangeant entre eux, le marché s'élargit. Ainsi, les consommateurs ont plus de variétés de produits, ce qui augmente leur satisfaction. Cette ouverture génère également des économies d'échelle. Enfin, le commerce intrabranche, de produits similaires entre pays de développement proches, peut s'expliquer par l'internationalisation de la chaîne de valeur, qui est fragmentée et localisée selon les avantages comparatifs de chaque pays. Force est de constater le rôle croissant des firmes dans le développement des échanges internationaux. Nous verrons dans un premier temps les stratégies des firmes, à savoir l'internationalisation de leur chaîne de valeur, puis leurs effets sur la compétitivité des nations. Les entreprises ont la possibilité d'implanter des étapes de leur chaîne de valeur dans des pays différents. Elles deviennent alors des firmes multinationales, FMN. On parle de fragmentation de la chaîne de valeur à l'international, ou encore de décomposition internationale des processus productifs. Ce type de production implique un commerce de matières premières et de produits semi-finis. Aujourd'hui, plus de la moitié des échanges mondiaux sont la conséquence de ces chaînes de valeur internationales. Avant qu'un produit fini arrive dans un pays, ses composants ont passé de multiples frontières. Cette internationalisation de la chaîne de valeur accroît donc les échanges internationaux. Les FMN localisent chaque étape de la fabrication du bien en fonction des avantages de chaque pays. Elles décident de procéder à une fragmentation et à une internationalisation des chaînes de valeur pour assurer l'approvisionnement en matières premières, pour se rapprocher de la demande,
pour rationaliser la production en profitant des avantages comparatifs, et ou pour payer moins d'impôts. Par exemple, les modèles de l'iPhone sont conçus dans les centres de recherche et développement de la Silicon Valley aux États-Unis. Les matières premières sont extraites par des fournisseurs en Zambie notamment. Les diverses composantes achetées à des fournisseurs en Europe, au Japon, en Chine, en Corée du Sud. L'assemblage réalisé en Chine, tandis que les produits sont distribués dans le monde entier, et particulièrement dans les pays à fort pouvoir d'achat, comme en Europe par exemple. Les produits semi-finis transitent donc entre des pays différents. Cette internationalisation de la chaîne de production accroît donc le commerce international. Nous pouvons ajouter une information. Les étapes de chaîne de valeur mondiale de l'iPhone ne sont pas toutes équivalentes en termes de création de valeur ajoutée. Les étapes à plus forte création se trouvent en amont et en aval de la fabrication, dans des pays développés. Les étapes les moins créatrices de valeur, telles que la fabrication, sont réalisées en Chine notamment. Cela peut être représenté par la courbe du sourire. L'internationalisation de cette production peut se faire par des investissements directs à l'étranger, IDE, en créant ou en acquérant une unité de production à l'étranger. Elles peuvent aussi choisir d'externaliser la production, en faisant appel à des entreprises extérieures, telles que des contrats de sous-traitance. Généralement, ce sont les étapes à forte valeur ajoutée qui sont davantage internalisées, c'est-à-dire réalisées par des filiales, et celles à faible valeur ajoutée qui sont le plus externalisées. Ainsi, l'internationalisation des chaînes de valeur et le développement des FMN entraînent mécaniquement un développement du commerce international, avec le passage aux frontières de produits semi-finis. Les firmes sont aujourd'hui centrales dans le commerce international. Il convient désormais de s'interroger sur l'impact de la productivité des firmes sur la compétitivité des pays. La compétitivité des entreprises repose sur la compétitivité prix et hors prix. La compétitivité prix est la capacité d'une entreprise à proposer des produits moins chers que ses concurrents en ayant de plus faibles coûts de production. Cela passe notamment par le coût du facteur travail, du capital, de leur productivité, ou bien encore de la concurrence nationale. Ces différents éléments permettent d'avoir des prix plus bas que les entreprises étrangères et donc d'exporter ces biens dans ces pays. Ainsi, seules les entreprises les plus productives d'un pays parviennent à exporter. Les moins productives ne parviennent pas à exporter et sont même concurrencées par les entreprises étrangères. La compétitivité hors prix, quant à elle, est la capacité d'une entreprise à proposer des biens plus attractifs que ses concurrents. Cela passe notamment par l'innovation. Les plus innovantes peuvent exporter, tandis que les moins innovantes sont concurrencées par les produits importés d'entreprises étrangères. Et la compétitivité des firmes a un impact direct sur la compétitivité des États, c'est-à-dire sur leur aptitude à exporter et à faire face à la concurrence internationale. En effet, un pays qui a des entreprises très compétitives exportera beaucoup. De plus, ses habitants achèteront des produits locaux et moins des produits internationaux. Le solde commercial sera alors excédentaire. A l'inverse, un pays peu compétitif importera des biens de l'étranger et exportera peu. Son solde commercial sera alors déficitaire. Ainsi, les firmes jouent un rôle important dans le commerce entre pays. Et cette capacité des firmes et des États à exporter est essentielle. Elle a un impact direct sur les grands équilibres macroéconomiques, la croissance, le chômage, l'inflation. L'objectif pour un pays est de stimuler son activité nationale, c'est-à-dire sa production, et donc l'emploi et les revenus des citoyens. Les pays cherchent alors à développer des stratégies afin de conquérir des parts de marché, et ainsi favoriser leurs exportations au détriment de leurs importations. L'objectif des pays est donc de gagner en compétitivité prix et hors prix. Nous avons vu notamment que le commerce mondial est en grande partie lié à l'internationalisation des chaînes de valeur. Donc plus un pays attirera de FMN sur son territoire, plus il parviendra à produire et exporter, et plus il sera compétitif. Les États s'interrogent dès lors sur la politique commerciale à mener pour profiter au mieux de la mondialisation. Baisse des coûts du travail par la défiscalisation, la réduction des charges, ou encore des politiques de soutien à l'innovation. Les firmes jouent un rôle central dans le commerce international.
Par la fragmentation de la chaîne de valeur à l'international, elle stimule les échanges entre pays, comme Apple. Elle décompose les processus productifs afin de tirer les avantages de chaque pays. Ainsi, elles essaient d'être les plus productives possibles. Et cette productivité a une incidence sur la compétitivité des pays. Plus les entreprises d'un pays sont productives, plus l'État peut exporter et moins il a à importer. Cela a une incidence sur l'emploi et les revenus des citoyens notamment. Ainsi, les États cherchent, par diverses politiques, à attirer les firmes multinationales en gagnant en compétitivité prix et hors prix, afin d'augmenter la production sur leur territoire et leurs exportations. Nous avons vu que le commerce entre pays permettait des gains à l'échange, et que ce commerce s'expliquait notamment par les stratégies d'entreprise. Cependant, les effets du commerce international sont-ils toujours positifs ? Les théories du libre-échange ont toujours cherché à montrer l'ensemble des effets bénéfiques apportés par sa mise en œuvre. C'est pour cela, en partie, qu'ont été signés les accords du GATT et que l'OMC les a remplacés afin d'encadrer et de réguler le commerce international. Mais les effets induits par les échanges internationaux ne sont pas positifs pour tous. Nous verrons que ces échanges ont des avantages, mais que tous les individus n'en bénéficient pas de manière équitable. Le libre-échange, c'est-à-dire l'ouverture des échanges internationaux, induit une baisse des prix. Elle est rendue possible par les gains de productivité via plusieurs effets pouvant se combiner. Le premier est l'effet de la hausse de la taille du marché. En s'ouvrant au commerce international, les producteurs ont accès à un marché plus vaste et donc plus de consommateurs. Cela permet d'amortir les coûts fixes sur d'importantes quantités produites, tels que les frais de recherche et développement. On parle alors d'économie d'échelle. Les coûts de production unitaire sont plus faibles et donc aussi les prix. L'augmentation de la taille du marché implique aussi un effet de concurrence. En effet, un marché plus vaste conduit aussi à voir le nombre de concurrents croître. Cela les incite à baisser leurs prix pour les consommateurs et les producteurs qu'ils fournissent en consommation intermédiaire. Pour ce faire, ils peuvent réduire leurs marges ou innover et améliorer leur productivité. Un deuxième effet est l'effet de spécialisation. La spécialisation, en termes d'avantages comparatifs, fondée sur des différences de productivité, de dotation factorielle ou technologique, permet une meilleure allocation des ressources. Du fait de la spécialisation, les facteurs de production sont utilisés pour réaliser les activités les plus avantageuses, ce qui conduit à une baisse des coûts de production et une baisse des prix des produits sur les marchés. Un dernier effet du commerce international sur les prix est l'effet de transfert de technologie. L'ouverture internationale accroît la vitesse de diffusion du progrès technique et du savoir. La technologie des pays étrangers peut être imitée et répliquée par les entreprises nationales. Ces transferts de technologie conduisent donc à une augmentation des innovations qui se traduisent par des gains de productivité, qui permettent de réduire les coûts et donc les prix. Ainsi, le libre-échange, c'est-à-dire l'ouverture des échanges internationaux, est bénéfique aux consommateurs, car il leur permet d'avoir accès à des produits moins chers, ce qui peut augmenter leur pouvoir d'achat. Mais cette baisse des prix peut aussi être favorable aux producteurs. L'accès à un marché plus vaste leur permet de se procurer à moindre coût les matières premières et technologies dont ils ont besoin pour produire. Cette baisse des coûts leur permet de gagner en compétitivité prix, pour in fine développer leur production, qu'ils peuvent écouler sur un marché plus étendu en exportant. Leurs bénéfices augmentent donc. Ainsi, le commerce international semble bénéfique, car il permet une baisse des coûts unitaires de production et des prix sur les marchés mondiaux. De plus, il permet une réduction des inégalités entre pays. La première mondialisation et les premières décennies de la seconde mondialisation ont vu les inégalités entre pays s'accroître. Mais depuis les années 1980, les inégalités entre pays semblent diminuer. L'insertion dans le commerce international de pays en développement très peuplés, notamment la Chine et l'Inde, s'est traduite par une diminution des inégalités de niveau de vie entre pays. Cette tendance s'explique par le prolongement du théorème de Heckscher, Ohlin et Samuelson, HOS. Dans les pays en développement, le facteur travail est relativement abondant. La spécialisation dans les productions intensives en travail fait augmenter la demande de travail, ce qui se traduit par des créations d'emplois et donc une hausse des salaires. Ces augmentations de salaires conduisent à un rattrapage économique des pays en développement
et donc une réduction des inégalités de niveau de vie entre pays. La participation aux chaînes de valeur mondiale a ainsi fait sortir une large fraction de la population mondiale de la pauvreté et a permis l'émergence d'une classe moyenne dans les pays en développement depuis le milieu des années 1990. Ce rattrapage des pays en développement est le fait de stratégies adaptées, basées sur leurs avantages comparatifs. Les NPIA, Hong Kong, Corée du Sud, Taïwan, Singapour, ont entamé ce processus de rattrapage à partir des années 50. Dans un premier temps, les NPIA ont exporté des produits manufacturés simples à concevoir, destinés à être exportés dans les pays développés. Dans un second temps, les pays ont adopté une stratégie de remontée de filière. Ils ont ainsi fait évoluer leur spécialisation pour réaliser des produits plus élaborés et donc à plus forte valeur ajoutée par la formation de leur main-d'œuvre et les transferts de technologie. Si les spécialisations et le commerce international ont pu réduire les inégalités entre pays, il peut aussi avoir des effets négatifs sur les inégalités à l'intérieur des pays. Conformément au théorème HOS, les pays développés se spécialisent dans les productions intensives en travail qualifié et importent les autres produits. La demande de travailleurs qualifiés a augmenté et donc leur salaire également. Parallèlement, dans ces pays, la demande de travail peu qualifié diminue. Les travailleurs peu qualifiés des pays développés subissent ainsi la concurrence des pays à bas salaire. Cela a entraîné une pression à la baisse des salaires et le développement du chômage pour cette catégorie de travailleurs. Par exemple, l'entreprise Michelin a annoncé début novembre 2024 la fermeture de ses usines de Vannes et Cholet d'ici 2026, augurant plus de 1250 suppressions de postes. Pour faire face à la concurrence internationale, l'entreprise doit réduire ses coûts de production. Elle délocalise donc une bonne partie de sa production vers des pays où les salaires sont plus bas. Les inégalités de revenus ont donc augmenté au sein des pays développés, au détriment des classes moyennes et inférieures. Les spécialisations et le commerce international ont permis le développement d'une importante classe moyenne dans les pays émergents. En effet, en participant au commerce international, la demande de travail peu qualifié a augmenté, ce qui a augmenté les salaires de ces travailleurs. Puis progressivement, certains pays émergents ont mis en place une politique de remontée de filière. Ainsi, une partie de la population s'est enrichie. Cependant, une autre partie n'a pas bénéficié des effets de la mondialisation. Au sein des pays émergents, les inégalités se sont ainsi également creusées. L'économiste Branko Milanovic, avec sa célèbre courbe de l'éléphant, montre ainsi que les revenus des classes moyennes des pays émergents ont fortement augmenté, tandis que les populations pauvres des pays émergents n'ont pas tiré bénéfice de ce commerce international. Cependant, cette courbe étudie la situation économique mondiale entre 1988 et 2008. La courbe de l'éléphant actualisée ne donne pas le même constat. Nous avons vu dans ce chapitre que le libre-échange est généralement source de croissance de la production mondiale et donc d'enrichissement des nations. Bien que les inégalités s'accroissent entre pays, nous avons pu observer un rattrapage économique de certains pays ayant pris part au commerce international. Malgré cela, la délocalisation de nombreux emplois des pays développés vers les pays émergents explique la montée de la tentation protectionniste. Il existe donc aujourd'hui un retour du débat entre le libre-échange et le protectionnisme. Hausse des inégalités, destruction d'emplois, destruction de l'environnement. Depuis quelques années, le commerce international suscite de plus en plus de critiques. Le recours du président Trump à des mesures protectionnistes visant les exportations étrangères a remis sur le devant de la scène le vieux débat libre-échange-protectionnisme. Nous étudierons donc dans un premier temps les avantages et limites du libre-échange, puis ceux du protectionnisme, afin de montrer qu'il est difficile de répondre à ces questions. Le libre-échange est à la fois une théorie économique et une politique commerciale qui vise à favoriser les échanges internationaux en supprimant les obstacles à la circulation des produits entre pays. Concrètement, le libre-échange est mis en œuvre grâce à des institutions, d'abord le GATT, puis l'OMC. Ces institutions ont contribué à intégrer un nombre croissant de pays dans la levée des obstacles et à multiplier les accords de libre-échange. Dans les faits, les barrières se sont considérablement réduites
notamment les droits de douane. Ceci a donc favorisé l'explosion des exportations mondiales. L'ouverture aux échanges internationaux a des effets positifs. Du côté des producteurs, le commerce international est avantageux car il permet aux entreprises de baisser leurs coûts de production. L'ouverture internationale permet aux entreprises d'internationaliser leur chaîne de valeur selon les avantages comparatifs des pays. Elles peuvent ainsi gagner en compétitivité prix. L'ouverture du marché leur permet également d'effectuer des économies d'échelle, ce qui réduit le coût de production unitaire et donc augmente le profit. Enfin, l'ouverture des autres pays permet aux entreprises de bénéficier d'un élargissement de leur marché, ce qui accroît les débouchés. Les entreprises d'un pays peuvent donc grandir et se pérenniser en s'insérant sur des marchés internationaux. Du côté des consommateurs, l'ouverture au commerce international leur permet d'améliorer leur pouvoir d'achat. Par la baisse des coûts unitaires de production, le commerce entraîne une baisse des prix. De plus, l'ouverture internationale permet aux consommateurs d'avoir plus de choix, les consommateurs bénéficiant d'un élargissement de la gamme des produits qui leur sont proposés. Enfin, selon la Banque mondiale, le libre-échange accroît en moyenne la croissance annuelle du PIB d'environ 1 à 1,5 points de pourcentage. En effet, la spécialisation permet une meilleure allocation des ressources et ainsi une plus grande productivité. Il est possible de produire davantage en commerçant à l'international. Les prix baissent et la demande augmente. De plus, depuis 1990, le commerce international a contribué à sortir de la pauvreté plus d'1 milliard de personnes. Le commerce international a ainsi permis un rattrapage économique des pays émergents et donc une réduction des inégalités internationales. Pour profiter des bienfaits du commerce international, de nombreux pays signent ainsi des accords de libre-échange qui visent à réduire ou à supprimer les barrières tarifaires et non tarifaires. Cependant, le libre-échange a aussi des effets négatifs. Certains pays peuvent s'opposer au libre-échange pour diverses raisons. Tout d'abord, l'ouverture internationale amène à une concurrence entre les entreprises nationales et étrangères. Si les entreprises d'un pays ne sont pas assez compétitives, il est plus avantageux pour les consommateurs de consommer étranger. Ainsi, le solde commercial est négatif. Les exportations sont plus faibles que les importations. La croissance économique est donc limitée. Et cela a des conséquences en termes d'emploi. Faute de compétitivité, certaines entreprises font face à des difficultés et sont donc contraintes de licencier. D'autres choisissent de délocaliser leur production afin de gagner en compétitivité prix. Ainsi, l'ouverture internationale peut causer du chômage. En France, ce sont notamment les secteurs de la métallurgie, de la sidérurgie et du textile qui sont les plus touchés. Or, une hausse du chômage limite la consommation globale, ce qui freine au final la croissance économique. De plus, les individus d'un pays ne bénéficient pas de manière équitable des effets positifs du libre-échange, comme en témoigne le chômage cité ci-dessus. Dans les pays développés, les travailleurs moins qualifiés sont concurrencés par les travailleurs à bas salaire d'autres pays. Ainsi, la demande de travail diminue, ce qui entraîne une baisse de leur salaire et du chômage. A l'inverse, les plus qualifiés tirent profit de cette ouverture économique. Dans les pays émergents, une partie de la population n'a pas bénéficié des effets positifs du commerce international. Ainsi, le commerce peut être à l'origine d'un accroissement des inégalités de revenus entre les ménages d'un même pays. Enfin, il est possible d'évoquer les dégâts environnementaux liés aux échanges internationaux. Produire et consommer des biens émet du CO2, ce qui stimule le changement climatique. Mais avec l'ouverture internationale, nous avons pu produire des biens moins chers, ce qui stimule davantage la consommation, et donc la production. De plus, les chaînes de valeur se sont internationalisées. Les produits semi-finis passent diverses frontières avant d'être assemblés et envoyés dans les pays où ils seront consommés. Ainsi, le commerce international et l'internationalisation de la production ont accentué ce changement climatique. Les effets contrastés du libre-échange conduisent à envisager une alternative. Certains pays défendent ainsi l'usage de mesures plus protectionnistes. Le protectionnisme désigne la mise en œuvre de mesures
visant à protéger l'économie d'un pays de la concurrence étrangère par des barrières tarifaires ou non tarifaires. Il ne signifie pas pour autant la fermeture complète des frontières. Les barrières tarifaires, et notamment les droits de douane, constituent l'instrument traditionnel des politiques protectionnistes. L'objectif est de renchérir le prix des produits importés pour que les consommateurs leur préfèrent les produits réalisés localement. Les barrières non tarifaires permettent de réduire les importations en ayant recours à diverses réglementations, administratives ou sanitaires, à des normes de sécurité. On parle parfois de protectionnisme administratif. Cette forme s'est particulièrement développée depuis les négociations du GATT visant à réduire les droits de douane. Nous pouvons identifier diverses justifications au protectionnisme. Le premier argument peut être de protéger de manière temporaire ces industries. Dès le milieu du XIXe siècle, l'allemand Friedrich List justifiait la fermeture temporaire des frontières pour permettre aux industries naissantes de son pays de ne pas être balayées par la concurrence de firmes étrangères bien plus compétitives. Ce protectionnisme éducateur a pour objectif de protéger les industries nationales naissantes de la concurrence internationale afin de leur laisser le temps de devenir compétitives par des gains de productivité. Un pays peut aussi chercher, via le protectionnisme, à accompagner les industries vieillissantes, vouées à la disparition du fait de la forte concurrence internationale. À court terme, l'objectif est de sauvegarder les emplois, et à plus long terme, de mettre en place des mesures de reconversion et de formation des salariés licenciés. Ce protectionnisme est cependant temporaire, afin, à long terme, qu'il y ait une concurrence internationale et donc de l'innovation et des prix bas. Un autre argument peut être celui de la sécurité. L'objectif est de protéger des industries jugées essentielles et vitales, telles que des entreprises dans le secteur de l'alimentation, de l'énergie, la défense nationale, le secteur pharmaceutique. Un pays n'aura ainsi pas à dépendre du commerce international pour obtenir certains biens. Enfin, les pays peuvent souhaiter mettre en place un protectionnisme de défense contre des pratiques de dumping. Certains pays ont des conditions de travail dégradées, pas de salaire minimal, emploi précaire, faible droit du travail, qui leur permettent de produire à bas coût. Le protectionnisme peut donc viser à lutter contre ce dumping social. La lutte contre le dumping fiscal de certains pays, baisse de l'impôt sur les sociétés pour attirer les FMN, non-collaboration à la lutte contre les paradis fiscaux, peut également constituer un motif de protectionnisme. Enfin, le protectionnisme peut viser à combattre le dumping environnemental en sanctionnant des productions étrangères polluantes. Face à toutes ces formes de concurrence déloyale, des mesures tarifaires peuvent donc être prises afin d'accroître le prix des importations non respectueuses de ces normes sociales, fiscales ou environnementales. Ainsi, les États orientent les choix de consommation vers des produits conformes à ces normes, au détriment des produits importés qui ne les respectent pas. Si les consommateurs s'en détournent, cela pourrait inciter les pays et les entreprises étrangères à éviter ces pratiques. Mais le protectionnisme, bien que tentant, a également de nombreux risques. Tout d'abord, le protectionnisme peut engendrer des hausses de prix. Les droits de douane augmentent les prix des produits importés pour les consommateurs. De plus, les droits de douane augmentent aussi le prix des consommations intermédiaires importées par les producteurs nationaux. Ainsi, les coûts de production augmentent et les prix des biens nationaux aussi. Une autre explication à cette hausse des prix tient au fait que le protectionnisme limite la concurrence. Les entreprises ont donc davantage de manœuvres pour augmenter leurs prix. De plus, elles sont moins incitées à innover, à améliorer leurs procédés de production. Les prix ne sont donc finalement pas tirés vers le bas en autarcie. En somme, le risque est de réduire la production nationale, car le pouvoir d'achat et donc la consommation baissent. Le protectionnisme peut aussi réduire la qualité et la variété des biens. Comme vu ci-dessus, en protégeant les entreprises nationales de la concurrence des entreprises étrangères, elles sont moins incitées à innover. Les produits disponibles sont donc moins différenciés. Cela réduit donc la satisfaction des consommateurs, qui ont un goût prononcé pour la diversité. Enfin, le protectionnisme peut aboutir à une guerre
commerciale. Le protectionnisme entraîne le protectionnisme. Des mesures de protection prises par un pays entraînent souvent des mesures de représailles des autres pays, qui répondraient à leur tour par des mesures protectionnistes, au risque d'une escalade entraînant les pays dans une guerre commerciale. De fait, les exportations et les échanges se réduisent. Ce risque s'illustre par la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine depuis la mise en place par l'ancien président Donald Trump de l'America First, qui sera de nouveau accentuée lorsqu'il commencera son nouveau mandat. Ainsi, il existe un débat qui fait son retour entre le libre-échange et le protectionnisme. Bien que le libre-échange prenne davantage de poids actuellement, notamment avec le rôle joué par l'OMC, certains pays prônent pour des mesures plus protectionnistes sur certains secteurs. Mais ce repli national peut se généraliser et entraîner une guerre commerciale, qui fait écho au repli sur soi des années 30, aux conséquences tragiques. Nous pouvons finir par évoquer l'accord du libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Au bout de 25 ans de négociations, la Commission européenne et 4 nations d'Amérique du Sud se sont entendues sur un texte facilitant leurs échanges commerciaux le vendredi 6 décembre 2024. L'accord doit encore être validé par les États membres et le Parlement européen. La France, entre autres, est opposée au traité. En effet, ce projet suscite depuis plusieurs années de fortes inquiétudes chez les agriculteurs qui dénoncent la menace que pourrait faire peser l'arrivée massive de denrées alimentaires sud-américaines sur le marché français. Les éleveurs dénoncent également une concurrence déloyale face aux grandes exploitations sud-américaines, plus nombreuses, soumises à des normes sanitaires et environnementales moins exigeantes, et où la rémunération du travail est plus faible. Ainsi, le commerce international peut notamment être interbranche et intra-branche. Le commerce interbranche est le commerce entre pays différenciés. Chaque pays a intérêt à se spécialiser selon sa productivité, mais également selon sa dotation factorielle et technologique. Le commerce intra-branche s'explique par le besoin de diversité des consommateurs, mais également par la fragmentation de la chaîne de valeur des entreprises. Les firmes ont un rôle très important dans ce commerce international, par la fragmentation de leur chaîne de valeur, mais également par leur influence sur la compétitivité des pays. Cependant, les effets induits du commerce international ne sont pas tous positifs. Nous avons vu que le commerce international permettait une baisse des prix et une réduction des inégalités entre les pays, mais que les inégalités au sein des pays s'accentuaient. Enfin, nous avons montré les avantages et limites du libre-échange et du protectionnisme afin de montrer les fondements du débat.